j'ai toujours eu la niaque, en fait, une grosse persévérance. Je sais que peu importe les difficultés de la vie, j'ai toujours cru au fait que si tu travailles dur ou que si tu travailles un minimum sur quelque chose, t'arriveras toujours à tes fins, en fait. Moi, je dis toujours, j'ai une citation, c'est la vie est peut-être injuste, et elle le prouve, mais elle récompense ceux qui persévèrent. Bienvenue à toi sur Boost ton estime, le podcast pour te reconnecter à ta juste valeur. Cet épisode est un épisode spécial pour moi car c'est mon premier interview et je suis content d'avoir reçu pour cette interview une personne dont le parcours personnel résonne beaucoup avec le mien. Sans plus tarder, place à cette interview. Alors j'accueille aujourd'hui pour mon premier interview un invité qui porte un très beau projet. Simon de la chaîne YouTube Zone de Confiance et du podcast Même pas peur. Bienvenue à toi Simon. Bienvenue, merci. Je sais pas pourquoi je dis bienvenue. Merci Henri. Il n'y a pas de quoi. Je vais te laisser te présenter en quelques mots du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une question difficile auquel je suis jamais vraiment préparé. Comment me présenter en quelques mots ? On va dire un indépendant. J'aime pas trop le mot entrepreneur. Indépendant où j'accompagne des personnes qui souffrent de timidité maladive, de manière un petit peu plus clinique en psychologie, ça s'appelle l'anxiété sociale, et des personnes qui vont jusqu'à la phobie sociale. Donc c'est des personnes qui ont vraiment des peurs, on va dire extrêmes du regard des autres, auxquelles moi-même j'ai été confronté, et aujourd'hui ça me touche énormément d'aider ces personnes. Donc voilà, c'est ce que je fais à peu près quasi quotidiennement. Et puis j'avais lancé au début en fait un projet au début sur internet. J'avais commencé à faire des vidéos YouTube, à apporter de la valeur, à créer un site internet, et puis j'accompagnais les gens en fait en ligne sur Skype. Et en fait, moi, c'est vrai que ce que j'ai toujours voulu, moi, j'ai toujours aimé l'humain, donc c'est-à-dire la proximité, aider les gens, être avec eux, enfin, je veux dire les voir face à face, tu vois, en vrai. Et donc là, progressivement, en fait, je suis revenu chez moi, auprès de mes parents, et puis en fait, je vais développer mon activité en fait progressivement dans les entourages, dans les grandes villes autour. Comme je suis basé en Bretagne, ce sera à Brest et Rennes. Où je ferai des petites conférences progressivement, me faire connaître, et puis je vais aussi bientôt suivre une formation aussi sur l'hypnose. Et donc voilà, en fait, développer mon activité en local, ouais, dans la vraie vie. Ouais, génial. Cool. Pour la petite anecdote, du coup, on s'est connus il y a quelques semaines. J'ai eu l'occasion de faire un podcast avec toi, une interview avec toi pour ta chaîne. Et c'est vrai que je t'avoue que j'étais impressionné par ton aisance. Et du coup, en voyant ton aisance, la manière dont tu t'exprimes, je me suis dit, waouh, ce mec a fait beaucoup de travail pour être là où il est aujourd'hui. Et du coup, ouais, c'était cool de pouvoir partager cette discussion. Et aujourd'hui, voilà, je suis ravi de pouvoir encore échanger avec toi. Cette fois-ci, j'ai l'autre posture. Et voilà, j'aimerais bien du coup qu'on en sache un peu plus sur ton parcours, ce qui t'a amené du coup à être là où tu es aujourd'hui. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est alors du coup, j'aimerais qu'on aille faire connaissance avec ce Simon du passé. Comment est-ce que tu pourrais décrire un peu plus ce Simon qui était anxieux socialement? Ouais. Alors déjà merci pour tes compliments, Henri, ça fait très plaisir. Alors c'est vrai pour décrire un petit peu aux personnes qui nous écoutent, et puis à toi, parce que c'est vrai que mine de rien on n'en a pas parlé. Moi, de où je viens, alors j'ai parlé vraiment de ma période sombre. Alors c'était à partir de la 5e, je dirais 5e, 4e, pas exactement, 5e, 4e, et en fait à partir de ce moment-là, je me suis renfermé progressivement en fait dans les jeux vidéo. Alors j'ai toujours eu deux trois potes à moi en fait, et je me suis renfermé dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que après les cours, je jouais peut-être les cours ils se finissaient à 4h30, et directement je jouais. Les week-ends, je voyais personne, je jouais. Je me couchais très tard, je me levais très tôt pour rejouer. En fait, c'était ce qu'on appelle en psychologie un évitement. Et si tu veux, au fur et à mesure, je me suis confronté, en fait, je me suis mis une bulle progressivement, et en fait, j'étais vraiment mal à l'aise à un point, mais t'imagines même pas. J'étais souvent dans mes vidéos, en fait, je l'explique, c'est quelque chose qui m'a fait le plus souffrir. C'était les filles qui me plaisaient. On a tous eu au collège, au lycée, des filles qu'on trouvait très très belles, qui se faisaient convoitiser par les mecs les plus classe, tu vois, etc. Au lycée ou au collège, ou même encore aujourd'hui.
Et en fait, si tu veux, moi, j'étais incapable de la regarder seulement dans les yeux. Donc vraiment, juste dans les yeux, tu vois, de fixer leur regard, c'était un truc qui m'était incapable. Leur parler, à chaque fois, j'avais un gros blocage. Je sais pas, j'étais pas capable de leur parler, ou sinon j'avais un stress, je commençais à trembler, à transpirer. Donc ça, c'est le truc qui m'a le plus touché. Mais sinon, à côté de ça, il y a eu plusieurs, par exemple, dans la famille en général, au quotidien, quand il y avait des gens qui téléphonaient, alors que ça pouvait être mes grands-parents, des oncles, je sais pas, quelqu'un qui téléphonait, une bête personne pour, je sais pas, la publicité, j'avais peur de répondre au téléphone, en fait, de pas savoir quoi dire. Donc à chaque fois, en fait, je laissais ma mère, ma sœur, mon père répondre. Je disais oh ouais, non, je suis occupé, j'ai pas le temps. Et en fait, à chaque fois, c'était une manière d'éviter, en fait, la situation et de jamais me confronter à mes peurs. Pour donner un autre exemple aussi qui m'a vraiment touché, c'est vrai que je le décris aussi sur ma chaîne. C'est quelque chose qui m'a fait très mal. C'était en troisième. Alors c'était une prof de maths qui faisait peur à tout le monde. Je me souviens dans ma classe là, aux fameux 30 élèves qu'on était. Et puis en fait elle demandait en fait au début de cours à chaque fois, tu sais, de résoudre un exercice, de corriger un exercice. Donc un truc qu'on avait déjà préparé. Ouais. Et en maths, autant moi j'ai jamais vraiment aimé les cours, mais les maths, tu vois, j'étais plutôt à l'aise et j'aimais bien ça en fait. Ouais. Et si tu veux, donc on arrive le matin, direct 8h, on avait cette prof et on arrive dans cette salle là, je me souviens encore, c'était la salle la plus moderne d'ailleurs du collège et on arrive et puis elle fait bon bah allez hop, tout contente, allez on va passer à l'exercice directement, qui est prêt pour les corriger l'exercice au tableau. Et tu sais, quand on pose cette question, souvent ceux qui sont les moins à l'aise, souvent ils baissent la tête, tu vois. Ouais. Truc, d'ailleurs, qui sont écoutez, surtout ne faites pas ça, restez bien la tête haute, même si vous n'êtes pas à l'aise. C'est ce que j'ai compris bien plus tard. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je baissais la tête et donc tu vois, il y a le petit moment de silence. Et puis là, elle voit, ah tiens, Simon, tu vas passer au tableau. Et là, mais je me souviens encore, les prises de parole en public, moi, c'était une catastrophe. Alors là, je commence à transpirer et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, parce que je savais que, tu vois, l'exercice, je l'avais fait en 5 minutes. Le truc, ça me semblait facile, mais je savais qu'au tableau, pour moi, c'était l'obstacle, le truc le plus dur à faire. Et donc je commence à avoir méga chaud, je transpire. Il y avait quelqu'un qui était à côté de moi qui me dit ouais c'est bon, tu vas le faire, faut pas ta chochotte, je sais pas quoi. Et tu sais, j'avais envie de trouver une excuse à la prof, de dire ouais j'avais pas fait mon exercice. Je crois même que je lui avais dit, enfin j'étais en train de bégayer des trucs, je sais plus ce que je disais. Il me dit oui Simon, allez vas-y, tu vas te débrouiller. Et je fais ok d'accord, Cimer. Et puis donc tu vois, je vais au tableau. Je crois que c'était un truc, c'était 70 x 7 ou un truc comme ça. Et en fait, le début de la multiplication du calcul. Et si tu veux, je me tourne vers le tableau. Donc, 70 x 7, ça commence par 0 x 7, tu vois. Je regarde le truc. Je regarde après l'audience et, les élèves. Et genre, j'avais, mais vraiment un gros bide. Tu vois, genre, j'ai gros malaise et je savais pas répondre. Je savais, mais pas du tout répondre. Et donc, du coup, tu vois, il se passe, mais genre, dans ce genre de situation, tu vois, les secondes, ça passe pour des heures, tu vois, tu es méga mal à l'aise, tu sais pas comment te mettre. Puis là, je commence encore à avoir de plus en plus chaud. J'avais fait le truc pas très intelligent de mettre un pull d'ailleurs très clair. En plus. Et je me suis rassis après sur ma chaise et j'ai eu des grosses auréoles. Bref. Et ouais, au moment du tableau, je savais pas du tout quoi répondre. Et j'ai attendu. Les autres commençaient à pouffer de rire. Et puis ouais, la prof après elle m'a dit, je sais pas, ça a duré 1 ou 2 minutes et moi je pouvais pas répondre en fait, j'ai pas répondu au truc et elle m'a dit ouais c'est bon, allez, Simon on a assez vu, tu retournes à ta place. Et je sais que autant au collège tu vois c'est assez traumatisant parce que les gens on se fout, c'est une période où tu sais l'adolescence où pas mal de gens se foutent tout le monde et d'ailleurs des jeunes. Ouais, voilà, la plupart des ados ne sont pas vraiment à l'aise et tout le monde se clash, etc. Ouais. Autant là, tu vois, ils ont pas été trop méchants avec moi, mais moi, c'était vis-à-vis de moi-même, tu vois, je me suis dit, c'est ouf. C'est toi qui te faisais, du coup, tes propres interprétations. Tu devais te dire, c'est ça, ouais. C'est vraiment en mode, je suis vraiment une merde. Et tu vois, c'est des trucs comme ça. Et ouais, j'étais dans une spirale infernale où j'étais enfermé. Et puis à chaque fois que j'avais des prises de parole en public, ça c'était le pire. Mais à chaque fois que je devais faire un exposé, je m'entraînais, mais comme un malade, j'apprenais le truc par cœur. Et la plupart du temps, j'ai des trous. Et ouais, ça c'est les trois gros exemples que je peux donner. Et ouais, et puis les jeux vidéo, quoi. J'étais vraiment l'image du gars geek, insociable.
limite parler à ses parents. Je me souviens encore, ma mère, elle m'obligeait à voir tu sais, comme quand t'as des parents, ils voient leurs amis, etc. Tu vois, ils invitent du monde. Et je sais que ma mère, elle m'obligeait parce que je voyais pas mes amis, je sortais pas, etc. Elle m'obligeait, en fait, le week-end à venir, à participer au repas et tout. Et moi, rien que ça m'était mal à l'aise pour te dire le niveau d'insociabilité dans lequel j'étais. Donc voilà mes débuts dans le. Ouais. C'est fou, j'ai l'impression que tu racontes mon histoire là. J'étais pareil, jeux vidéo c'était ma passion, j'étais à fond dedans. Et je me souviens que moi je passais mes étés du coup à jouer aux jeux vidéo. Et je me souviens qu'une fois ma mère elle me disait tu veux pas sortir un peu, même aller au balcon histoire de prendre d'air et tout, tellement j'étais enfermé et tout. Et c'était pareil, un moyen de fuite. Et du coup ça a été assez difficile par rapport à ça. Pour toi, ça a été quoi le gros déclic qui t'a fait te dire ok, je veux plus de cette situation-là, j'ai envie de changer? Alors moi j'ai pas eu de gros déclic, en fait tout ça a été progressivement, a été progressif. En fait je saurais pas, en fait c'est pareil, mon évolution, je saurais pas te dire, ça a duré peut-être 3-4 ans où j'ai vraiment charbonné, mais je pense qu'il y a eu un moment, genre je crois que c'était quoi, en 3e, ce qui me faisait le plus souffrir c'était avec les filles. Et donc en fait moi je suis arrivé dans ce domaine, enfin je suis arrivé dans le développement personnel moi plus par la séduction en fait, par le charisme. Charisme et puis la séduction. Et donc j'ai commencé au début c'était des blogs en fait, je me souviens c'était Séduction by Kamel que je lisais souvent, ou Art de séduire ou un truc comme ça. Et je lisais mais genre régulièrement les articles et tout ça, et puis progressivement en fait je passais un peu à l'action, c'est-à-dire que avant je m'habillais un peu comme un sac. Genre je m'habillais genre tout le temps le même pull et tout, j'étais pas du tout, j'avais pas du tout clairement pas la classe. Et puis à un moment, je me suis dit bon bah déjà on va changer ça, on va mettre déjà tous tes vêtements de base de côté, on va changer tes vêtements. Et déjà progressivement, je voyais il y a eu un petit changement. J'ai un pote à moi d'ailleurs, mon meilleur ami, qui m'a incité à faire du sport, parce qu'avant j'étais incapable de courir, je sais pas. Allez, même 1 kilomètre, j'étais incapable de le faire. Et lui, à ce moment-là, il était au top de sa forme en athlétisme. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais aller courir un peu avec lui. Et donc j'ai démarré comme ça. Donc ça, c'était un peu sur le sport. Après, il y avait, on va dire, le physique aussi qui a joué. Et aussi, progressivement, et ça c'est un truc qui arrivait assez vite, c'est que sans le savoir, je me donnais des petits défis. Alors ça, c'est tout le temps à moi-même. Par exemple, mes parents sont séparés et ma mère en fait elle habite à un coin en fait qui est assez éloigné du lycée, mais si tu veux pour aller vers le lycée et le collège, il y avait tout le temps une grande route droite où les voitures roulent assez vite, mais tu peux quand même voir les visages. Et moi souvent je m'amusais à garder le dos droit et bien garder en fait les conducteurs, genre les fixer comme peut-être pas comme un pervers, mais tu vois garder vraiment le contact visuel jusqu'à ce que eux en fait ils quittent le contact visuel. Je sais pas comment dire en anglais. Un break. T'attendais qu'ils détournent le regard. Ouais. C'est ça, voilà. Ils détournent le regard et que je m'entraînais à faire ça en fait. Et progressivement, en fait, je voyais que ça avait un effet. Simplement, quand je parlais aux gens, tu vois, ils me disaient Simon, c'est bizarre, t'as plus confiance en toi et tout ça. Chaque fois que je m'obligeais à garder le dos droit, je sais qu'il y a un truc aussi qui a beaucoup marché avec moi, c'était les affirmations positives. C'est un truc genre je m'en répétais 10 000 par jour. C'était lesquelles que t'as eu l'habitude de répéter du coup? Je saurais pas dire. À chaque fois, je saurais pas te dire exactement. Je sais plus. Franchement, je sais plus. C'est une bonne question. Ouais. Alors c'était à ce moment-là, c'était pas du tout la méthode Coué. C'était plus des trucs. J'ai confiance en moi. J'ai le droit. J'affronte mes peurs tous les jours. Tu vois, c'était des trucs basiques. Toujours positifs, jamais négatifs et toujours au présent. Il y avait ça. Il y avait aussi que je téléchargeais aussi. Alors ça maintenant aujourd'hui je le conseillerais pas et je le conseille pas à personnes que j'accompagne, mais moi j'écoutais aussi beaucoup d'audio, notamment que je t'avais parlé de David Laroche. Je sais que j'avais téléchargé plusieurs de ses vidéos, genre 3-4, et genre je me les écoutais, mais je les connaissais par cœur. Je sais qu'il y a la vidéo C'est impossible, vous êtes extraordinaire, un truc comme ça. J'ai regardé mais je sais pas combien de fois le truc. Est-ce que ça t'a apporté à cette période? Ouais, et en fait c'est ça que je le déconseille, parce que moi ça m'a apporté à ce moment-là, tu vois, c'était un peu des pics, des moments où j'étais pas forcément bien, tu vois, où
où justement je me mettais des petits défis et puis je réussissais pas ou des trucs comme ça. Et en fait, écouter cet audio-là, ça me permettait de, tu vois, de me dire, ok, tu vas faire mieux la prochaine fois, tu vois, avoir ce côté un peu, toujours cette lumière, cet espoir de te dire, en fait, il y a quand même de l'espoir, tu vas réussir, tu vas devenir la personne que tu veux. Et moi, très vite, en fait, j'ai une vision, enfin, pas une vision, mais une idée un peu de la personne que je voulais être. Vite, tu vois, quand je commençais à bien m'habiller, je voulais, par exemple, vite porter, par exemple, des belles chemises avec un costume. En sport, très vite, je me suis donné des challenges, tu vois, je savais pas courir 1 kilomètre, très vite, j'ai voulu courir un semi-marathon. Très vite, je me suis poussé un petit peu loin. Ouais. Et puis après progressivement, en fait, je sais qu'au lycée, à la fin du lycée, en fait, il y avait donc toujours au lycée, en fait, je continue à me rapprocher des filles, mais à chaque fois je me prenais des bâches, des vents, je savais pas m'y prendre. Et donc je continuais toujours sur la séduction. Et puis en fait, si tu veux, il y avait, ouais, c'est ça, en soirée, en fait, souvent en soirée, en fait, on buvait de l'alcool, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'ados. Et en fait, moi, je remarquais que j'avais besoin de l'alcool pour être à l'aise avec les filles. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs fois en boîte, j'avais embrassé des filles avec des potes, on était contents, on était heureux, on s'est dit, ah ouais, on a embrassé, on s'en souvient même plus et tout. Et on était contents. Et moi, très rapidement, eux, ça les dérangeait pas, ils ont continué encore un peu plus longtemps. Et moi, de mon côté, je me suis dit, mais il y a un problème, tu vois, genre, tu vas pas, à chaque fois que tu vas te rapprocher d'une fille, tu vas pas prendre ta cuite, quoi, tu vois. Ouais. Dire, sinon, c'est un peu la voie facile. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et puis après, si tu veux sortir avec une fille, tu vas pas boire tous les jours pour être à l'aise avec elle, tu vois. Et très vite, j'ai été dans ce cheminement-là. Peut-être que c'est le cas aussi des personnes qui nous écoutent. Et en fait, après, très vite, ouais, je me suis dit, il faut que ça change. Et ouais, donc progressivement, ouais, je me mettais aussi des défis dans ce milieu-là. Et puis, ouais, c'est les défis, je dirais. Mais c'était progressif. Moi, j'ai pas eu de déclic comme toi. Tout était progressif et dans, ouais, je dirais une phase un peu comme un graphique, une ligne qui est tout le temps directrice et d'évolution progressive. Ouais. Du coup, ça t'a beaucoup aidé les vidéos de David Laroche ou de manière générale les contenus, c'est ça? Et tu as dit que c'est quelque chose que tu déconseilles maintenant? Ouais, alors ouais, parce que tu vois, autant bon voilà, je dirais pas cracher sur David Laroche, mais c'est pareil. Les vidéos en général de motivation, et je pars du principe que la motivation, je suis bien placé pour le dire. Par exemple, que ce soit dans le sport ou même d'ailleurs par rapport aux peurs sociales, la motivation, c'est un truc qui ça te fera une flamme peut-être au moment où tu vas l'écouter, mais au moment où par exemple tu vas aller vouloir parler à une fille qui te plaît, tu vas aller vouloir parler à un garçon qui te plaît, tu vas devoir faire une prise en prise de parole en public, j'ai du mal à parler, je sais pas moi, que tu fasses un challenge, t'ailles courir, je sais pas moi, 10 km, eh bien tu vas pas être motivé à ce moment-là. Tous les trucs qui sont très très difficiles ou qui te paraissent très importants, toutes les choses auxquelles c'est important pour toi et qui te font peur, tu vas pas être motivé, tu vas toujours avoir ce blocage. Et regarder une vidéo, c'est pas ce qui va t'aider en fait. Ce qui va t'aider, c'est vraiment la discipline chaque jour, de te dire voilà, par exemple, je vais aller courir 10 km et puis de te dire voilà, chaque jour ou peut-être tous les 2-3 jours, je vais aller courir peut-être 5 km, et puis après 6, et puis après 7, et puis après 8, et puis en fait progressivement tu vas justement développer cette discipline. Et puis quand tu regarderas en arrière, tu diras ah ouais, en fait j'ai couru quand même 8 km là ces 10 derniers mois, chaque semaine, etc. Et puis tu dis en fait et c'est comme ça que tu vas développer progressivement ta confiance, et que tu vas devenir après une personne capable de faire ce que tu souhaites. Mais également, ouais, c'est ce que je dis, c'est que ça prend du temps, et s'il suffisait de regarder 3 vidéos de motivation, tout le monde serait capable d'être conférencier, de faire des conférences devant 3000 personnes et de sortir avec les plus beaux mannequins du monde. Ouais, c'est vrai que regarder des vidéos, que ce soit de motivation, de manière générale, c'est pas ce qui va faire tout le taf. Il y a toujours à côté ce travail qu'on doit faire par nous-mêmes pour aller se challenger, faire face à nos peurs et autres. Et par rapport à la motivation, c'est vrai qu'il y a cet aspect de motivation qui peut être extérieur, et à côté, une motivation qui peut être plus intérieure. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est de trouver cette motivation intérieure, en fait. Et moi, j'avais un pote, en fait, il avait un frère qui était un peu en surpoids. Et il essayait de le motiver pour courir. Et du coup, il mettait la pression, il était toujours derrière lui. Sauf que lui, il n'était pas motivé. Et du coup, il se forçait à courir, mais sa motivation à lui, c'est juste son frère qui le booste, quoi. Alors moi, je me disais, s'il arrive à trouver quelque chose qui lui permette d'être
lui-même motivé sans qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur ou autre chose qui le motive, eh bien, cette motivation-là, c'est ce qui va le porter au début, en tout cas, ce sera la flamme qui va le booster. Et après, il y aura besoin, certes, de discipline à long terme. Mais quand on trouve cette motivation intérieure, ce pourquoi est-ce qu'on se lance, eh bien, c'est quelque chose qui va nous donner la conviction de faire face à toutes les difficultés. Ouais, entièrement. Et puis c'est ce qui te permet de tenir après sur la durée, en fait, parce que voilà, c'est aussi les gens que j'accompagne. Et c'est pareil, la timidité, même si la timidité c'est un peu plus léger, c'est quand même quelque chose de difficile à porter. Et c'est pareil, le changement il se fait pas en 2 jours. Toi-même tu sais, comme on dit, t'es passé aussi par ce passage-là et t'as pas vaincu la timidité en 2 jours. C'est un processus. Même si t'as eu ce fameux déclic, par exemple, du théâtre d'improvisation dont tu me parlais. Il y a quand même eu, tu vois, différentes choses. T'as vécu quand même différentes expériences, différentes choses qui t'ont fait dire que, ok, t'es passé à une étape, puis une deuxième, puis une troisième, et puis progressivement, aujourd'hui, t'es à l'aise dans pratiquement toutes les situations. Mais c'est pas venu en 2 jours. Et oui, donc je pense que c'est important justement comme tu dis, d'avoir cette motivation intérieure, des objectifs ou des valeurs qui sont propres à toi, qui te permettent justement d'avancer vers la direction que tu souhaites. C'était quoi les ressources que tu as utilisées pour à la fois te lancer et aussi faire face aux difficultés, tes ressources intérieures? Alors moi, la grosse ressource que j'ai utilisée à ce moment-là, moi, c'est le regret, en fait. C'est un truc, ça m'a poussé de ouf. Parce qu'en fait, ma peur, peut-être que les gens qui nous écoutent, ils se retrouveront peut-être dans cette situation. Ma peur, moi, elle était vraiment trop forte. Genre, aller parler à une fille, c'était un truc, mais c'était inimaginable. Tu vois, j'avais une envie, mais genre de malade, mais j'avais une peur qui était encore plus forte. Et du coup, en fait, à chaque fois, j'étais freiné. Genre, simplement aller parler à une fille, c'était l'incapacité totale. Et en fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois, genre, j'encaissais. Et en fait, à un moment, c'était le verre d'eau qui faisait, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, ou le verre d'eau, du coup. Et en fait, ouais, à un moment, je me disais, bah voilà, Simon, tu t'es pris 1 vent, 2 vents, 3 vents, 4 vents, et à un moment, il va peut-être falloir se bouger, tu vois. Et puis donc après, à chaque fois, tu vois, j'avais ce petit espoir, tu te dis, bon bah voilà, tu vas aller aborder, je sais pas, 5, 6 personnes inconnues dans la rue, etc. Et progressivement, tu vois, je voyais qu'il y avait une petite évolution, j'étais de plus en plus à l'aise. Et voilà, mais c'est vraiment le regret qui m'a poussé de me dire, en fait, je me suis tellement pris d'obstacles, tellement pris de claques, j'étais tellement déçu, je me suis tellement considéré comme une merde, je me suis tellement considéré comme quelqu'un de nul, d'incapable, que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis incapable de regarder une fille qui me plaît, je suis incapable de faire des prises de parole en public. Et je voyais que moi, c'était un peu j'arrive pas à parler. Enfin bref, j'étais pas aligné avec ce que je voulais être, puisque en fait moi, comme je disais, j'adorais l'humain et j'étais pas du tout à l'aise avec les personnes en général. Et je me suis dit, Simon, bouge-toi quoi, parce que là c'est problématique. Et c'est vrai que si je devais dire un truc, moi, ce qui m'a poussé, c'est vraiment le regret. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu te sentais nul. Ça a été quoi pour toi ta démarche par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a permis de travailler sur cet aspect-là? On peut parler d'estime, d'avoir une meilleure estime de soi. Ouais. Ouais, complètement. Qu'est-ce qui m'a aidé? L'estime de moi, en fait, quand je me disais je suis nul, moi j'avais toujours, en fait, ce qui se passe, moi ce qui m'a aidé, c'est j'ai toujours eu la niaque, en fait, une grosse persévérance. Je sais que peu importe les difficultés de la vie, j'ai toujours cru au fait que si tu travailles dur ou que si tu travailles un minimum sur quelque chose, t'arriveras toujours à tes fins, en fait. Moi je dis toujours, j'ai une citation, c'est la vie est peut-être injuste, et elle le prouve, mais elle récompense ceux qui persévèrent, en fait. Et donc c'est vrai que moi je suis un peu bourrin dans ma démarche, mais voilà. Et donc c'est vrai que l'estime de soi, autant, comme je disais, du coup je réponds pas à ta question, l'estime de soi, j'avais de l'estime de moi dans le sens où je me disais, bah voilà, je suis capable, j'ai toujours espoir de me dire, mais Simon,
tu vas être quelqu'un de meilleur, ça va aller. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens nul, tu vois. Mais j'avais tout le temps, en fait, dans ma tête, tu vois, en gros, je savais qu'à un temps T, j'étais nul, incapable, pourri, tout ce que tu veux. Mais je savais qu'autant, je sais pas, T2, T3, d'ici 1 an, 2 ans, eh ben, j'allais être quelqu'un de différent. Et donc, j'avançais vers cet espoir, vers, on va dire, cette lumière, entre guillemets. Et ça m'a toujours poussé, et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours, en fait, ce Simon un peu, on va dire, je sais pas, ce Simon un peu supérieur, ce Simon un peu idéal, vers lequel j'essaye toujours de tendre. Et en fait, ouais, c'est ma manière, en fait, à chaque fois de me pousser, d'aller parfois peut-être un peu trop dans mes retranchements, mais qui m'amène justement à faire ça. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était justement les défis sur la confiance en soi et sur l'estime, pour me dire, bah voilà, t'as fait ça, t'as été capable de parler à une inconnue, t'as été capable de parler à cette fille qui te plaisait, ou t'as été capable de prendre la parole en public, ou simplement de captiver ton audience pendant 5 minutes. Et ben voilà. Et donc en fait, un peu le fait de cocher une case, de te dire bon bah ok, ça c'est fait, ça j'en suis capable. Cette expérience, tu l'as vécue et tu l'as réalisée. Et ben en fait, simplement de me dire bah voilà, et de passer à un gars qui est incapable de lever la main en cours ou de regarder une fille qui lui plaît, bah ça, je me suis dit ok, là il y a du progrès, et puis c'était un peu la récompense en fait. D'accord. Pouvoir faire des actions, de voir les accomplissements, et cela, en voyant les réussites que tu as pu faire, ça change un peu la vision que tu as de toi-même. C'est ça, ouais, exactement. Ça te fait te dire ouais, t'es capable de faire ça. Ouais. Exactement. Ouais. Génial. Ok. Est-ce que tu as eu un moment dans ton parcours où tu as regardé en arrière et tu t'es dit waouh, tout le chemin que j'ai fait? Ah bah il y a pas un moment, c'est tous les jours, enfin tous les jours non, mais régulièrement ouais. C'est vrai, bah d'ailleurs c'est un peu la discussion souvent d'ailleurs dans les premières séances avec les personnes que j'accompagne. Souvent d'ailleurs il y a pas mal de gens qui savent d'où je viens et qui me disent bon bah Simon, voilà, t'as fait de la psychologie, t'as fait des études de psychologie, etc. J'ai contacté différents psychologues qui comprennent pas par l'endroit que je passe. Il y a beaucoup de psychologues qui connaissent pas encore l'anxiété sociale, qui est pas forcément connu, et puis ils me disent, moi ça me fait du bien d'en parler parce que tu sais de quoi tu parles, etc. Et puis il y en a d'ailleurs qui me disent, Simon, est-ce que tu peux me parler d'où tu viens, et qui me demandent eux-mêmes, genre en mode je veux de la motivation, savoir que c'est possible, qu'il y a vraiment quelque chose, qu'on peut vraiment s'en sortir. Et c'est ce que je leur dis. C'est après et voilà, c'est vraiment un peu tous les jours dans différents moments, parce que c'est vrai qu'à chaque fois là, je remarque que je pars tout le temps dans mes idées. C'est un truc qu'il faut que je travaille. Mais bref, ouais, pour répondre à ta question, ouais, j'y pense régulièrement, et c'est vrai que même par rapport à ma famille, des fois, tu vois, là, comme je disais, je rentre chez mes parents, des amis, donc je revois en fait des anciens amis qui me disent mais Simon, des anciens potes, tu vois, d'école, qui me disent mais Simon, t'as changé de ouf, quoi. Genre avant t'étais incapable de nous parler, ouais. Maintenant tu vas parler à tout le monde dans les groupes, tu t'en fous, et voilà, rien que te dire ça, moi, ça, à chaque fois, ça me fait, je leur dis pas forcément, ou je les remercie, mais moi, ça me fait à chaque fois une claque, ça me fait, c'est super le boulot que t'as fait, quoi. Ouais. Et ouais, ça me rassure sur le fait que je suis content de mon parcours, ouais. Ouais. Ça te fait prendre conscience de tout le chemin que t'as fait, du coup. Ouais, exactement, ouais. Puis après, c'est ce que je dis, personne que j'accompagne, c'est un parcours qui est assez difficile, surtout que les peurs sociales, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment complexe, quoi. On est fait pour avoir des relations humaines, on est fait pour avoir une personne qui nous aime, on est fait pour justement être entouré d'amour, de relations amicales, de notre famille. Et c'est vrai que à partir du moment où tu as du mal à gérer tout ça, tu peux pas être épanoui. Et moi, je considère que c'est un gros frein à l'épanouissement personnel, ouais. En général. Pour des personnes, du coup, qui sont bloquées et qui ont peut-être pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, c'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner pour les aider à passer à l'action, à se lancer? Qu'est-ce que tu entends par qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes? Peut-être qu'elles se trouvent pas assez belles, pas assez compétentes, qu'elles se disent qu'elles peuvent pas plaire, qu'elles finiront seules, ou des choses comme ça, avec beaucoup de croyances limitantes, et elles ont du mal à passer à l'action. Et elles vivent du coup cette situation qui est frustrante, mais elles passent pas à l'action.
Ok, bah de façon très simple. Par exemple, là, t'avais dit dans l'exemple, par exemple, une personne qui se sent pas belle ou pas attirante. Eh bien, en fait, l'estime de soi, je vais essayer de ce que je fais par exemple avec les personnes que j'accompagne, je vais essayer de prendre la pensée qu'ils ont la plus forte ou qui les impacte le plus. Donc, par exemple, une personne va me dire typiquement, bah moi, c'est le fait de pas être attirante. Et donc, je vais prendre cette pensée-là, on va en discuter et on va la confronter à la réalité. C'est-à-dire que qu'on va dire bah voilà, je suis pas attirante, et je vais lui dire bon bah voilà, déjà je vais lui dire bah voilà, dans ton parcours, dans ta vie, est-ce que t'as déjà attiré quelqu'un? Et puis là elle va réfléchir, elle va me dire bah oui, j'ai eu lui comme copain, j'ai eu lui. Et déjà donc là elle sait, ouais, déjà dans sa tête, tu vois, elle te sourit et puis elle se dit ouais, déjà en fait j'ai pas forcément raison. Donc déjà elle évolue dans sa pensée, et puis après tu te dis bon bah voilà, après, on voit ensemble de comment elle pourrait être plus, comment elle s'estime, comment elle pourrait être plus attirante. Elle va me dire, bah peut-être, je sais pas moi, porter des robes, apporter je sais pas, des bijoux, changer de coupe de cheveux. Bon, ça c'est très physique, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être commencer à lire un livre, je sais pas moi, finir un livre par semaine ou tous les 2 semaines. Par semaine, c'est peut-être un peu rapide, mais je sais pas, un livre par mois, etc. Enfin bref, toutes les choses qui lui semblent importants pour être plus attirante auprès des gens de son entourage, et à partir de là, je la confronte à la réalité, dans le sens où je dis bah voilà, bah par exemple maintenant on va essayer d'aller. En fait, à chaque fois, moi, l'idée, c'est tout le temps de sortir un petit peu de sa zone de confort, mais d'être suffisamment mal à l'aise pour que ça te fasse évoluer, mais suffisamment à l'aise pour passer à l'action. Que ça soit pas non plus, tu vois, genre pousser quelqu'un dans le grand bain qui sait pas nager, tu vois, c'est vraiment cette idée là, et après donc je la confronte à la réalité. Donc par exemple, pas trouver qu'elle est attirante, bah c'est peut-être essayer de voir par exemple justement le travailler sur elle, et puis au bout de 2-3 semaines savoir s'il y a des gens qui ont par exemple noté je sais pas moi, ces différentes coupes de cheveux, son changement, etc. Et après essayer justement de voir par exemple auprès des personnes à qui elle discute, voir s'il y a eu des changements dans leur discours. Et puis peut-être d'essayer, par exemple, après, quand elle est plus à l'aise, d'aller discuter, par exemple, à des personnes inconnues ou des gars qu'elle aurait aimé, parce que là, du coup, en l'occurrence, on parle d'une fille qu'elle aurait aimé, des gars ou des filles d'ailleurs, qu'elle aurait aimé contacter après par la suite, ou voilà, qu'elle osait pas, et voir ce qui arrive. Et la plupart du temps, en fait, je te dis ça parce que c'est déjà arrivé. Je sais qu'il y avait une fille qui avait eu un peu cette même idée-là, que j'avais accompagnée, et elle était méga contente parce que genre elle avait fait un petit changement. Alors je sais plus, c'était pas un truc de ouf, je sais plus. Je crois que c'était changer de coupe de cheveux, je crois. Et en fait, elle était revenue et elle m'avait dit mais Simon, c'est ouf. Et je sais pas, donc j'avais fait un peu ce parcours-là, et puis sur la fin, en fait, je lui avais dit bah voilà, tu vas aller parler à 2-3 gars, deux trois gars dans ton, à ce moment-là, elle était à l'université, dans ton université, etc., qui était en cours avec elle, en fait, en TD, je sais plus. Et en fait, du coup, les 3 gars qui avaient parlé, ça avait donné à rien du tout. Par contre, il y avait un gars qui avait été jaloux, qui avait envoyé un message, et en fait, ils ont fini ensemble. Je sais plus, elle m'avait renvoyé un message où ça fait 4 ans qu'ils sont, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, ouais. Et du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est drôle, quoi. C'était pas l'objectif. Et maintenant, elle me dit, mais jamais j'aurais pensé que j'étais pas attirante, quoi. Et donc voilà, ouais, confronter à la réalité. Le vrai secret, c'est confronter à la réalité, confronter tes pensées à la réalité, ouais. D'accord, ok. Et c'est de casser les croyances, du coup. C'est ça. Ok. Du coup, aujourd'hui, tu donnes des accompagnements personnalisés et des coachings de groupe. Quelles sont les problématiques principales pour lesquelles les personnes viennent te voir en général, et comment est-ce que tu les aides par rapport à ça? Alors, coaching de groupe, pour l'instant, je l'avais mis, mais c'est vrai que là, sur Internet, j'ai pas fait parce que je sais pas. Je trouve que c'est pas adapté. J'en avais fait un, et puis ils avaient bien aimé, mais en fait, le problème d'Internet, moi, c'est pour ça que je change. Internet, j'aime bien, mais je considérerais ça un peu plus pour l'accompagnement, on va dire. Je vais pas dire d'urgence, mais vraiment pour les personnes qui veulent me contacter, mais qui peuvent pas se déplacer, par exemple. Coaching de groupe, je le ferai du coup en réalité. Donc pour répondre à ta question, la plupart des personnes qui viennent me voir, c'est vraiment pour la plupart, c'est des fois t'as
des choses plus spécifiques, mais en général, c'est tout ce qui est en rapport avec les peurs sociales. Donc, toutes les choses qui font peur, le regard des autres, souvent, c'est justement c'est l'attirance par rapport les attirances hommes-femmes, le fait de pas être à l'aise pour justement aller parler à quelqu'un qui lui plaît. Mais ça peut être aussi, il y a aussi beaucoup de prises de parole en public. Et il y a aussi régulièrement aussi par rapport aux peurs. Quand je dis social, c'est par exemple dans les soirées ou aborder par exemple des groupes ou se faire plus d'amis aussi. C'est un truc qui revient assez régulièrement. Le fait de se faire plus d'amis, de rencontrer, d'augmenter son cercle social, de développer ses relations, c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent, ouais. D'accord. Okay. Et alors, pour tout ce qui est, bon, je vais prendre une de ces thématiques. Si on prenait par exemple le fait de développer son cercle social, ouais. C'est quoi ton process? Comment est-ce que tu les accompagnes par rapport à ça? Alors j'ai pas forcément de process. Après il y avait c'est en fonction aussi de la situation de la personne. Déjà par exemple c'est un truc que moi le sport, les différentes activités on va dire extra-professionnelles m'ont apprises. C'est que c'est une fourmilière de rencontres. C'est par exemple déjà qu'une personne qui me dit bah voilà j'ai pas vraiment d'amis, j'ai pas de cercle social. C'est pour ça que je peux pas vraiment répondre à ta question parce que ça dépend vraiment de la situation. Mais une personne qui me dit voilà j'ai pas d'amis etc, j'ai que mon boulot, bah déjà je dis ok qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Elle va me dire bah moi c'est peut-être le jardinage, c'est de cuisiner, c'est peut-être de je sais pas et puis d'aller courir une fois par semaine. Je dis bah ok bah peut-être la cuisine déjà. Ça t'intéresserait pas de t'améliorer dans la cuisine? Elle me dit bah ouais franchement ouais. Elle me dit j'adore cuisiner par exemple chinois. Et bah pourquoi pas prendre des cours de cuisine? Et elle me dit bah en plus t'as raison, c'est vrai que j'ai jamais pensé, mais dans le centre-ville il y a des cours de cuisine. Bah déjà tu peux te lancer sur ça. Et puis après donc déjà ça remplit une petite soirée par semaine. Après bah la course à pied je dis bah donne-toi un petit challenge, je sais pas courir un 5 km, un 10 km. Et puis inscris-toi dans un club. Puis elle me dit bah ouais c'est pas bête. Et donc du coup déjà tu rencontres déjà des gens. Tu vas être sûrement amené à justement à participer, je sais pas moi, des sorties. Souvent en course à pied, je crois qu'ils organisent des sorties, des choses comme ça. Donc ça c'est une première chose. Après des personnes qui ont déjà un cercle social mais qui veulent justement l'agrandir. Après il y a une technique qui marche vraiment bien, que j'ai utilisée et que je continue d'utiliser, c'est de faire une liste de toutes les personnes que tu apprécies ou que tu aimerais recontacter. On a tous des personnes qu'on apprécie ou qu'on a appréciées et qu'on n'a pas forcément recontactées parce qu'on avait peur ou parce que on n'était pas forcément, je sais pas, on sait pas comment les recontacter, comment s'y prendre. Bah tu fais une liste de toutes les personnes dans ta ville, hein, je précise dans ta ville, qui t'intéressent, te plaisent ou que tu aimerais contacter. Donc tu fais cette liste là. Et puis après tu vas dans un groupe, tu vas justement dans un groupe Meetup, dans un groupe Facebook. Alors peu importe, hein, ça peut être un groupe d'activité. L'idéal c'est quand même dans un groupe d'activité. Alors ça peut être un truc de marche, de randonnée. Meetup, ça peut être, je sais pas, Meetup, il y a des trucs sur, plein de sujets. Il y a du sport, il y a de la relaxation, il y a justement des trucs en rapport avec la timidité, pour ne pas nous citer. Il y a plein de choses. Et en fait, tu t'inscris justement. La phase 2 justement, c'est de t'inscrire dans ces groupes-là, d'aller justement assez à un des événements en fait. Remarque, je dis groupe Facebook Meetup, mais ça peut être un autre événement, ça peut être des événements dans ta ville, je sais pas si t'aimes bien la peinture, etc. Et la troisième chose, c'est de te positionner en tant que, on va dire, leader ou personne qui propose, parce que ça a beaucoup de puissance dans les cercles sociaux, c'est personne qui agit et qui anime en fait le truc. Et donc en fait, voilà, tu vas à ces événements-là. Et une fois que tu t'es inscrit à ces événements-là, tu t'envoies un message justement aux personnes de ta première liste en haut et tu leur dis bah salut Antoine, voilà je vais à un groupe, je sais pas moi, je vais à un groupe de je sais pas, avoir un truc d'improvisation. Est-ce que ça te dirait de venir avec nous? Et puis invite, je sais pas, machin, le pote d'Antoine. Et puis du coup, Antoine, alors soit Antoine il te répond, il te dit bah non, malheureusement mardi je suis pas disponible, ce qui arrive. Mais souvent les personnes sont très contentes d'être invitées et en fait te reproposent après. Et donc du coup toi t'es ressollicité et à partir de là en fait c'est vraiment un cercle vicieux parce que tu vas au groupe Meetup. Enfin je dis groupe Meetup ou Facebook parce que c'est la manière la plus simple. Mais ça peut être des événements dans ta ville de n'importe quoi. Et en fait à partir de ça
et ben déjà tu rencontres déjà des gens dans ces groupes, et puis ça te permet de voir justement des amis que t'as pas forcément contactés ou recontactés, et après tu te fais recontacter à chaque fois, et c'est vraiment rapidement en fait tu fais ça pendant 2-3 semaines, et rapidement tu t'augmentes vraiment ton cercle social. D'accord. Tu crées des liens. Du coup, un tel va commencer à connaître un tel, et puis ça va commencer à devenir un petit groupe qui se connaît. C'est ça, avec des gens que tu apprécies, et puis souvent en plus tu as le choix de l'événement. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu vois, rapidement, moi autant j'aime bien faire la fête, mais rapidement, tu vois, j'ai pas, quand j'étais étudiant, j'avais pas envie de faire la fête, tu vois, genre tous les jours, parce que tu vois, souvent t'as des étudiants qui font la fête tous les jours et tout, tout leur sujet de discussion, c'est la dernière soirée, à quel point ils ont été bourrés, tu vois. Et enfin, je respecte, mais moi tu vois, très rapidement, c'était pas mon kiff. Et le fait justement de se retrouver dans les événements, tu choisis, tu sélectionnes l'événement, déjà tu vas dans des événements dans lesquels les personnes sont même mentalité que toi. Par exemple, si tu vas dans un truc de développement personnel, je sais pas moi, de lecture, d'improvisation, c'est des gens qui ont envie de développer leur confiance en eux, qui ont envie d'améliorer la prise de parole en public. Et donc, c'est tous des gens qui ont à peu près les mêmes aspirations que toi. Et donc, directement, la sélection, elle se fait naturellement, et tu rencontres des gens qui sont alignés avec ce que tu es, et ce qui est assez important, en fait. Donc, ça te fait aussi augmenter, ça diminue, en fait, ça augmente ton temps, diminue ton temps. Ouais, ça te fait pas perdre ton temps. Ouais. Et par rapport à tous ces gros meet-up, tout ça, ce qui est bien aussi pour les personnes timides, c'est que le fait d'aller dans un événement qui est axé sur une thématique et qui peut potentiellement nous passionner, c'est beaucoup plus simple de lancer la conversation et d'avoir des sujets de conversation sur ça. Du coup, on aura moins ce blocage-là pour soit lancer la conversation, soit savoir quoi dire. Là, c'est quelque chose qui nous passionne, on vit le truc, on s'y connaît dans le truc, et puis on aura de quoi partager, en fait. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il y avait plusieurs raisons, et c'est vrai que j'avais du mal à aligner les 3 étapes, et je partais dans toutes mes idées, mais exactement, c'est aussi ça dans le sens où je disais que t'es aligné. C'est vrai que quand t'es pas à l'aise déjà de base pour aller parler aux autres, etc., le fait que justement tu choisis un événement dans lequel tu t'apprécies énormément, tu auras forcément plus de choses que la moyenne des gens ont à dire dans ce type de domaine. Je sais pas, moi par exemple, j'irai dans un événement d'apnée, la plupart des gens ne sauraient pas quoi dire sur l'apnée, mais quand j'irai dans ces événements, il y aura plein de gens qui seront passionnés de l'apnée, et donc du coup, fatalement, tu vas discuter avec des gens qui sont fans, tu vas parler de l'équipement, tu vas parler de leur performance, etc. Et donc très très rapidement, en fait, et puis c'est ça aussi qui est important, et que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que souvent la passion, les voyages, c'est des choses qui les gens peuvent t'en parler pendant des jours. Si tu sais pas de quoi parler, si t'en as marre de parler des pluies et du beau temps, et de savoir si le coronavirus va tuer toute la population, tu parles de la passion des voyages des gens qu'ils ont fait, et c'est des choses qui peuvent, ou de ce qu'ils aimeraient faire, ou de leurs rêves. C'est un truc que j'aime parler. Et en fait, c'est des choses direct, tu mets le point sur les sujets les plus agréables, et souvent les personnes en fait, j'ai une discussion vraiment agréable avec cette personne, et ouais, totalement, ouais. Ça fait plaisir, du coup, de discuter de choses comme ça, comme tu le dis, de sujets qui font vibrer, quoi, plutôt que d'autres sujets négatifs. Pour terminer, j'avais une dernière question à te poser. Si tu avais 3 conseils à donner à ton toi du passé, ce serait quoi? 3 conseils à mon moi du passé. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. La première, c'est d'écouter moins mes peurs, parce qu'en fait, on a tendance, maintenant j'ai fait un gros travail sur moi, et je continue sur la peur, mais on a tendance à être freiné par la peur, mais en fait derrière la peur il y a toute ta vie, en fait il y a tout le meilleur de ta vie, et c'est de te dire affronte le plus vite tes peurs, et puis te pose pas 10 000 questions. Donc ça serait la 1, affronte tes peurs, en fait. Il y a une citation d'ailleurs que j'adore et sur lequel j'essaye de vivre chaque jour, c'est every day do one thing. Non, c'est do one thing every day that scares you, de Helen Keller, que j'adore. C'est en gros, ça veut dire fais chaque jour quelque chose qui te fait peur. Alors je te dis pas forcément d'aller directement, enfin je sais pas moi, de sauter d'une falaise. Ouais, voilà, c'est pas faire des choses. Quand on dit ça, affronte tes peurs, à chaque fois, ou sors de ta zone de confort, à chaque fois tu penses à des trucs de ouf. Mais affronter tes peurs, ça peut être simplement de lever la main en cours, ça peut être simplement de regarder plus longtemps une fille dans les yeux, ça peut être simplement d'aller je sais pas moi,
demander à ton patron une augmentation ou peu importe. Mais ça peut être simplement d'affronter la moindre petite peur que tu as. Et si tu fais ça chaque jour, et ben au bout d'une année, tu seras une personne mais totalement différente. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc ça, c'est la première chose que je dirais, et le faire rapidement. La deuxième, c'est de me prendre moins la tête, parce que je suis quelqu'un qui me prend vraiment beaucoup la tête, et je pense que c'est je le vois dans les personnes que j'accompagne dans l'anxiété sociale, c'est toutes des personnes qui ruminent, qui pensent 10 000 fois avant d'agir. Dans la timidité, c'est un peu la même chose, c'est un cercle vicieux où tu penses et t'agis pas en fait, t'es trop dans tes pensées. Et l'idée, c'est un peu de te dire bon bah ok, tu mets un peu ça sur off, tu dis bon bah voilà, ok, ça me prend la tête, ok, mais ça m'empêchera pas de faire ce qui est important pour moi. Alors je dis pas forcément d'agir, mais simplement des fois de mettre un peu ta tête en veille. C'est un peu comme si tu la poses sur sur ta table, et puis tu la fous tu prends ta tête et tu la fous à la poubelle, enfin tes pensées je veux dire, et puis tu continues de vivre, tu vois, tu mets tout sur pause et puis tu te dis voilà, je vais m'occuper, je vais aller courir, je vais faire du vélo, je sais pas, mais voilà, de me prendre moins la tête. Et la troisième chose, c'est donc du coup c'est par rapport, quand tu dis mon moi du passé, c'est par rapport à la timidité, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la troisième chose, c'est d'apprendre rapidement on va dire les dynamiques sociales. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui se posent des questions, qui savent pas forcément s'y prendre. Moi, c'était la même chose. Et ce qui m'a aidé, c'est d'apprendre tout simplement de lire quelques livres. Alors, je dis pas de lire tous les livres sur le sujet, mais de lire quelques bons livres sur le sujet et de passer en fait d'essayer de mettre ça, de confronter toujours à la réalité et d'essayer de passer à l'action, justement le conseil, par exemple, sur les groupes Meetup et tout ça, je sais plus si c'était sur un forum ou sur un livre que j'avais trouvé extra et que j'avais remanié un peu à ma sauce, mais c'est des trucs comme ça que j'ai aussi travaillé. On me dit souvent aussi, Simon, tu trouves des bons sujets de discussion, etc. Mais par exemple, l'idée de parler des rêves, des passions, etc. C'est des choses que j'ai lues dans les livres. Essayer justement de comprendre un peu comment l'être humain marche, comprendre un peu la psychologie humaine, et à partir de là, tes relations sociales seront meilleures. Et tu seras moins stressé puisque tu auras des bons retours et t'augmenteras ta confiance en toi à ce sujet-là. Donc apprendre sur les dynamiques sociales, le troisième. D'accord. Okay. Génial. Merci à toi. Alors aujourd'hui, si je suis auditeur et que j'écoute ton podcast et que je suis intéressé par ton accompagnement, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, on me trouvait sur Zone de Confiance en tapant sur YouTube, Zone de Confiance. Sinon, comme tu disais, il y a le podcast Même pas peur. Du coup, je sais pas si je vais continuer un peu sur Internet ou pas. Le truc va sûrement, je vais pas dire mourir, je vais pas le laisser mourir parce que j'ai pas envie qu'il meure, mais je vais le laisser un petit peu continuer progressivement, mais sans. C'est quoi tes projets du coup ? Mes projets, c'est développer vraiment ça me fait rire de dire ça dans la réalité, dans la vraie réalité, quoi. C'est-à-dire vraiment accompagner des gens. Physique. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment, après, j'aimerais bien monter assez rapidement un cabinet. Donc voilà. Ma grande vision, moi, c'est de monter en fait un centre, un grand centre spécialisé dans toutes les peurs sociales. Donc timidité, anxiété sociale, phobie sociale, les personnes qu'on appelle personnalités évitantes, ou même tout rapport avec la confiance en soi également. Sur un centre spécialisé dans l'anxiété sociale, enfin dans toutes ces peurs sociales, et puis l'anxiété, où dedans, en fait, à l'intérieur de ce centre, t'es différents spécialistes, donc des spécialistes justement, des sophrologues, des psychologues, des hypnothérapeutes, des personnes par exemple qui sont formées sur le Reiki, comme on en parlait. Tu vois, enfin vraiment un panel de différentes professionnels, et qui ensemble permettent d'aider à l'individuel des personnes. Des personnes qui souffrent de ces deux problèmes. Et ouais, ça c'est ma grande idée. Alors ça prendra pas 2 jours à faire, mais je suis motivé pour le faire. C'est cool. Mais donc voilà, ouais. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ce projet qui est super beau. Et je mettrai les liens du coup que tu m'as partagé. Tu as un site aussi Ouais. J'ai vu d'ailleurs, faut que je travaille sur le référencement, parce que quand tu le tapes sur Google, c'est tout sauf ça qui marche. Donc faudra que je travaille aussi sur le référencement de ton site.
Ça marche. Bah écoute, Donc, je te zone de remercie. Ouais, ça marche. Non, pardon, je disais juste zone de confiance, je précisais juste ça. Zone de confiance, ça marche. Je vais mettre ça dans la description. Et bah écoute, je te remercie du coup pour cette interview. Merci de ton temps et de t'être livré avec authenticité. Il n'y a pas de problème. J'espère que ça aidera d'autres personnes. Bah, je te remercie Henri, je te souhaite une bonne journée et puis très bonne journée à ceux qui nous écoutent alors. Voilà, c'est tout pour cette interview. J'espère que tu as appris de nombreuses choses, que ça t'a inspiré et motivé pour passer à l'action. Si tu veux en savoir plus sur Simon, je t'invite à regarder sa chaîne YouTube Zone de Confiance, où il donne de super conseils pour vaincre son anxiété sociale. Tu peux aussi l'écouter sur sa chaîne de podcast Même pas peur. Et si tu souhaites en savoir plus sur son accompagnement, c'est sur zonedeconfiance.com. Je te mets les liens en description bien sûr. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.